Il y a une vigne qui pousse le long de chaque rive à Creekide, du Canada jusqu'à la Floride. Elle produit des fleurs violettes qui sentent le lys. Elle produit des tubercules contenant 3 fois plus de protéines que les pommes de terre. Elle fixe son propre azote et ne nécessite aucun engrais. En 1621, cette plante a sauvé la colonie de Plymouth de l'extinction. Pourtant, aujourd'hui, les producteurs de canneberge du Wisconsin la pulvérisent avec des herbicides et l'appellent une mauvaise herbe. Le seul pays qui cultive commercialement cette plante américaine est le Japon. Ils ont exporté notre super aliment oublié, l'ont commercialisé et nous l'ont revendu comme un aliment diététique. Nous l'empoisonnons encore dans les fossés. Ce n'est pas l'histoire d'une plante qui a échoué. C'est l'histoire d'une plante qui a été remplacée. Bienvenue dans Buried Garden. Si vous trouvez ces informations précieuses, abonnez-vous et partagez, car c'est le genre de culture de survie que l'histoire a oublié. L'archive s'ouvre en 1602. L'explorateur anglais John Britton, naviguant près de Buzzards Bay dans la zone côtière de la Nouvelle-Angleterre, a consigné quelque chose qui s'avérerait crucial pour comprendre ce que l'Amérique a perdu. Il a écrit avoir trouvé une grande réserve de noix de terre, 40 ensemble sur un chapelet. Certaines d'entre elles aussi grosses que des œufs de poule. Elles poussaient à peine à 2 pouces sous la surface et étaient décrites comme étant aussi bonnes que des pommes de terre. 40 tubercules ensemble sur un chapelet. Pas une seule grosse pomme de terre dans le sol, mais des perles reliées par un mince rhizome à peine à 2 pouces sous la surface. Ce seul détail enfoui dans un journal de bord vieux de 400 ans prédit exactement pourquoi les machines finiraient par détester cette plante. Le nom est Apio americana. Les Lapis l'appelaient Hoppes. Les Américains coloniaux l'appelaient la pomme de terre indienne. C'est une légumineuse fixatrice d'azote de la famille des Fabies, qui produit à la fois des tubercules comestibles et des graines riches en protéines. Et elle nourrissait les nations indigènes à travers l'est de l'Amérique du Nord pendant des milliers d'années avant que tout navire anglais ne traverse l'Atlantique. En 1612, William Stretch a rapporté que des colons de Virginie observaient des peuples indigènes qui, en juin, juillet et août, se nourrissaient de racines de tacos, de baies, de noix de terre, de poissons et de blé vert. En 1749, le botaniste suédois Peter Kolm a documenté que Hopness ou Happiness était le nom indien d'une plante sauvage. Les racines ressemblant à des pommes de terre ébouillies par les Indiens qui les mangeaient à la place du pain. Des missionnaires jésuites français dans l'est du Canada ont observé des tubercules que les Français appelaient rosaires parce qu'ils poussaient comme les perles d'un collier. Les Crais la cultivaient à la fois pour les tubercules et les graines. Les Shawnes la cultivaient aux côtés du maïs et de la courge. La noix de terre fournissait de l'azote pour les cultures gourmandes. Il ne s'agissait pas d'une plante sauvage, occasionnellement ramassée. C'était de l'agriculture. L'empreinte linguistique, à elle seule, raconte l'histoire de la profondeur avec laquelle ce tubercule était ancré dans la vie indigène. Les Lapis l'appelaient Openus, les Fox l'appelaient Tapenia, les Monomines l'appelaient Ofen, les Ojibwa l'appelaient Open. Sag Harbor sur Long Island tire son nom du mot Metoac Alanquin Sagabon, leur nom pour ce tubercule. Une plante si centrale à la survie qu'elle a nommé la géographie. Les lieux étaient identifiés par l'endroit où poussait la noix de terre. Décembre 1620. Le Mayflower jette l'ancre à Plymouth. Les colons font face à un sol gelé. Pas de récolte. Aucune connaissance de la terre. Ils avaient apporté des graines anglaises de blé, de seigle et d'orge. La plupart allaient échouer dans le sol de la Nouvelle-Angleterre. Ce premier hiver, la grande maladie a tué la moitié des colons. Jusqu'à 2 ou 3 mouraient chaque jour. Les corps étaient enterrés de nuit, afin que les indigènes ne voient pas le peu de colons qu'il restait.
En mars 1621, un grand homme Abnaki nommé Samoset entra dans Plymouth et accueillit les Anglais. En quelques semaines, Tquantum, le dernier membre survivant de la tribu Pouxit, commença à enseigner aux colons comment survivre. Les Wampao ont appris aux pèlerins à cultiver le maïs, les haricots et la courge. Ils leur ont appris à déterrer la noix de terre. Ces pommes de terre indiennes ont fourni une nutrition cruciale lorsque les graines anglaises ont échoué dans le sol de la Nouvelle-Angleterre. La pomme de terre d'Amérique du Sud ne serait pas couramment plantée en Amérique du Nord avant 1719. Pendant ces décennies critiques, la noix de terre était la pomme de terre de l'Amérique. Le guide des plantes de l'USDA note l'importance de la noix de terre pour les colons de la Nouvelle-Angleterre et mentionne une loi municipale écrite pour empêcher les Indiens de déterrer des noix de terre sur la propriété d'autrui. Cela montre que le tubercule était assez précieux pour générer des conflits nécessitant une réglementation. Réfléchissez à cela. Les autorités coloniales n'écrivaient pas de lois sur des plantes sans valeur. Elles écrivaient des lois sur les ressources qui comptaient. Si c'était assez important pour qu'une ville légifère, pourquoi a-t-elle disparu de la table du dîner? Henry David Thoreau fournit la preuve matérielle. Son entrée de journal, datée du 12 octobre 1852, décrit le déterrage de noix de terre d'un remblai de chemin de fer sablonneux. Il les a mangées rôties et bouillies, notant que la peau s'enlevait comme celle des pommes de terre et que le goût était très similaire. Ce n'est pas du folklore. C'est un auteur américain, identifié, décrivant la méthode de récolte, l'emplacement, la préparation et le résultat sensoriel. Thoreau a écrit qu'en cas de famine, il devrait bientôt avoir recours à ses racines. Un auteur américain majeur a documenté cette plante comme nourriture de survie en 1852. Le fait que vous n'en ayez jamais entendu parler n'est pas un accident. C'est un oubli délibéré de la part des marchés, pas de la nature. Maintenant, la science qui rend cette suppression criminelle. En 1986, les chercheurs W. J. Blackman et Beatty Reynolds de l'Université d'État de Louisiane ont publié des résultats dans Earth Science évaluant Apio americana comme culture vivrière. Ils l'ont explicitement qualifiée de fixatrice d'azote. Les tubercules contiennent environ 16% de protéines brutes et 47% de glucides disponibles sur une base de pois sec. Laissez ce chiffre s'imprégner. 16% de protéines. Les pommes de terre standard contiennent environ 5% de protéines. Cela rend la noix de terre approximativement 3 fois plus dense en protéines que la pomme de terre qui l'a remplacée. Des chercheurs du Royaume-Uni ont confirmé en 2021 que les tubercules contiennent 15 à 17% de protéines brutes sur 2 sites d'essai différents. Les graines contiennent 25 à 30% de protéines, comparables aux haricots et aux lentilles. Un tubercule avec la teneur en protéines d'une légumineuse, parce que c'est une légumineuse. Des chercheurs japonais ont isolé de nouveaux composés d'isoflavones que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans la nature. Le Genestine 70 gentobiosidé a été identifié comme un composant majeur. La même classe de composés qui donnent au soja sa réputation de prévention du cancer. Des études ont montré que ces composés agissent comme des antagonistes des récepteurs des androgènes avec une activité inhibitrice contre les cellules cancéreuses de la prostate. Les tubercules contiennent de la génine à des niveaux de 106 à 352 mg pour 100 g de pois frais. Un extrait de noix de terre a entraîné des réponses antioxydantes dans les cellules, protégeant contre les dommages causés par les radicaux libres. Les tubercules ont un profil complet d'acides aminés, ce qui est rare pour n'importe quel tubercule. Ils sont riches en calcium, manganèse, fer, zinc, molybdénum, potassium et phosphore.
Ils sont riches en fibres à plus de 10% de polysaccharides non amylacés totaux. Ils contiennent de la vitamine C, de la vitamine E et des phytochimiques bioactifs uniques, y compris des cacans et des anthocyanes, en tant que légumineuse. La noix de terre forme des relations symbiotiques avec des bactéries fixatrices d'azote dans les nodules racinaires. Les plantes nodulées ont produit un rendement 30% supérieur à celui des plantes non nodulées sans aucun apport d'engrais azotés. Contrairement aux pommes de terre, aux ignames et aux patates douces, qui nécessitent des apports massifs d'azote qui épuisent le sol et polluent les cours d'eau. La noix de terre améliore le sol tout en poussant. Elle a été proposée pour la polyculture des 3 sœurs, le maïs pour la structure, la courge pour la couverture du sol, la noix de terre pour l'azote. Une culture qui nourrit le sol au lieu de le dépouiller. Les rendements ne sont pas faibles. Lors d'une évaluation sur le terrain en Louisiane pendant la saison de croissance 1985 de plantes issues de tubercules, on produit une moyenne de 3747 kg de tubercules par plante. Cela représente plus de 8 livres par plante. Une plante issue de graines a produit 2170 kg par plante. Le stockage s'est avéré pratique. Tubercules conservés à 5 degrés. Celsius jusqu'à utilisation. Graines conservées scellées à 5 degrés. La plante survit à des températures allant jusqu'à moins 40 degrés lorsqu'elle est dormante. Elle pousse dans les zones 3 à 9. Son aire de répartition indigène s'étend à travers l'est de l'Amérique du Nord, du Canada au sud de la Floride. Elle tolère les sols humides et les inondations, poussant naturellement dans les tourbières à canneberge. Elle fleurit de juillet à octobre et produit des épaississements tubéreux d'environ 1/2 pouce à 1,5 pouce d'épaisseur le long de rhizomes rampants. Mais voici le défaut de conception fatale pour la mécanisation. Le département de l'agriculture des États-Unis note que la récolte après 1 an donne généralement plusieurs tubercules d'environ 1 pouce d'épaisseur. Mais le rendement est faible et difficile à cultiver mécaniquement parce que les tubercules poussent sur des rhizomes comme des perles plutôt qu'en une seule masse centralisée. Les récolteuses de pommes de terre modifiées endommagent les tubercules à peau fine et ratent ceux qui sont positionnés de manière irrégulière. La disposition en chapelet de perles que Breitin a décrite en 1602 est exactement ce que les machines modernes ne peuvent pas gérer. Le problème de calendrier est simple. Le magazine Orion rapporte que des cultivateurs ont essayé de la cultiver, mais qu'il faut 2 ou 3 ans pour produire des tubercules de taille importante, ce qui entre en conflit avec les attentes commerciales d'une seule saison. Les pommes de terre produisent en une saison. La noix de terre prend 2 ou 3 ans. Dans l'économie de l'agriculture industrielle, c'est une condamnation à mort. La Pios est également une vigne grimpante. Elle atteint 8 à 15 pieds. Le programme de l'Université d'État de Louisiane a tenté de sélectionner une variété non grimpante afin qu'elle n'ait pas besoin de tutorage ou de palissage. Car le palissage ajoute de la main-d'œuvre et bloque le passage à l'échelle des cultures en rang. L'habitude grimpante nécessite une infrastructure que l'agriculture en rang ne peut tolérer. La culture n'était pas mauvaise. Elle était incompatible avec la machine et le calendrier. Ils ont construit l'agriculture américaine autour de fenêtres de récolte uniformes. Ils ont optimisé pour un déterrage en un seul passage. Ils ont sélectionné des cultures qui se comportent comme des produits de baise et ont ensuite appelé tout le reste une mauvaise herbe. Quand la pomme de terre d'Amérique du Sud est arrivée en Amérique du Nord en 1691, elle est arrivée avec quelque chose qui manquait à la noix de terre, un cycle de récolte d'1 an compatible avec la monoculture industrielle. La pomme de terre produisait en une saison. Elle poussait en rang. Elle pouvait être récoltée mécaniquement. Elle pouvait être stockée en vrac et expédiée par rail. À l'époque de la famine de la pomme de terre en Irlande, en 1845,
La pomme de terre était devenue si dominante que son échec a provoqué une famine et une émigration massive. La noix de terre a été proposée comme culture de remplacement pour l'Irlande et d'autres pays européens. L'Europe a rejeté le cycle de 2 ans. Ils ont choisi la culture la plus rapide. L'Amérique a suivi. On ne peut pas breveter une plante vivace qui se propage d'elle-même par des tubercules. On ne peut pas vendre d'engrais azotés à une plante qui fixe le sien. On ne peut pas créer de dépendance aux semences quand la plante s'étend sous terre sans repiquage. On ne peut pas vendre d'herbicides pour tuer les parasites quand la plante est classée comme le parasite. Le crime de l'apios était l'abondance sans dépendance. Chaque avantage qui rendait l'apios parfait pour l'agriculture indigène le rendait inutile pour l'agriculture industrielle de matières premières. Mais voici ce que montrent les archives enterrées. De 1985 à 1996, l'Université d'État de Louisiane a mené un programme de domestication qui aurait pu tout changer. Le docteur William Blackman a collecté plus de 200 accessions sauvages provenant de 19 États. Ils ont développé des cultivars avec des tubercules plus gros, des ensembles plus denses et un potentiel de production en une seule saison. Orion décrit les souches améliorées de Blackman produisant jusqu'à 50 tubercules de taille importante et jusqu'à 8 livres de masse comestible par plante. L'article de Hort Science a documenté des rendements multiples par plante en une seule saison dans des parcelles de bâtons rouges, montrant que la plante peut être performante à grande échelle sous la bonne pression de sélection. Puis l'affaire s'est refroidie. Le programme s'est estompé au milieu des années 1990, lorsqu'un étudiant diplômé qui était censé poursuivre le travail a changé de domaine. Blackman a déclaré qu'un grand potentiel n'équivaut pas toujours à réaliser quelque chose. Aujourd'hui, la plus grande collection de cultivars améliorés se trouve à l'Université d'État de l'Iowa pour un usage savant et académique. Aucun cultivar officiellement enregistré n'existe pour la production commerciale. Ce n'était pas un manque de performance. C'était l'absence d'une chaîne d'approvisionnement standardisée et rentable pour une culture qui ne veut pas se comporter comme une pomme de terre annuelle. Un pays a regardé l'apios et y a vu une valeur au lieu d'un inconvénient. Le Japon avait déjà un parent indigène, Apios fortune, appelé Odoaimo. Lorsque des semis de pommiers américains sont arrivés dans la préfecture d'Ayomorei, des tubercules d'apios sont venus avec eux comme passagers clandestins, des chercheurs japonais. En particulier, le docteur Kiyochika Oshiawa ont promu la culture basée sur les remarquables bienfaits pour la santé de la plante. La production commerciale a commencé dans la préfecture d'Ayomorei en 1996. Aujourd'hui, le Japon est le seul pays qui cultive commercialement cette plante américaine en quantité significative. Le marketing japonais met l'accent sur exactement ce que l'agriculture américaine ignore les isoflavones, prévenant le cancer. Une teneur élevée en protéines et la nutrition traditionnelle. Ils l'appellent Americao, la version américaine de leur tubercule indigène. Dans la préfecture d'Amorei, une légende locale raconte que des mères donnent des tubercules d'apio à leurs filles le jour de leur mariage. Plantez-les près de la clôture pour vous nourrir quand vous serez enceinte et trop fatiguée pour jardiner. Nous avons exporté notre super aliment oublié. Ils l'ont commercialisé. Nous le pulvérisons toujours avec des herbicides. La plante survit malgré la négligence. Cherchez des lianes le long des berges d'eau, des rivières, des bords de ruisseaux, des fourrés humides et des sols perturbés de l'est du Canada à la Floride, et à l'ouest jusqu'au Colorado. Les fleurs brun-pourpre à la fin de l'été sentent comme les lits, regroupées comme de la glycine. Les feuilles composées ont 5 à 7 folioles. Suivez la liane jusqu'à l'endroit où elle rencontre le sol et creusez. Les tubercules apparaissent comme des perles sur un collier, reliés par de minces rhizomes. Si vous la voyez dans votre jardin, vous regardez la plante qui a sauvé la colonie de Plymouth. Avant de pulvériser, rappelez-vous que les producteurs de canneberge l'appellent une mauvaise herbe, mais les Wampao l'appelaient la survie.
La recommandation officielle de l'Université du Maine pour retirer la pios des tourbières à Canneberge est celle-ci une façon de retirer les tubercules, serait de les manger. Tout comme les Amérindiens et les pèlerins avaient l'habitude de le faire. Les tubercules peuvent être récoltés à tout moment de l'année, mais ils s'adoucissent après le gel. Cuisez-les toujours avant de les manger. Jamais crus, car ils contiennent des inhibiteurs de protéase qui sont neutralisés par la chaleur. Faites-les bouillir, rôtir, frire ou écrasez-les comme des pommes de terre. La saveur a un goût de noisette plus marqué. La texture est plus dense. Ils peuvent être séchés et moulus en farine pour le pain et les soupes. Commencez par de petites pains à portions, car un petit pourcentage de personnes signalent une sensibilité digestive après une consommation répétée. Plantez les tubercules à 2 ou 3 pouces de profondeur au printemps dans un sol humide et bien drainé. Fournissez un support pour la grimpe. Rustique dans les zones 3 à 9. Les tubercules sont disponibles auprès de petites entreprises de semences et de pépinières de plantes indigènes. Cherchez les cultivars améliorés de la LSU si vous pouvez les trouver. Une plante peut produire 20 à 50 tubercules par saison une fois établie. Les pèlerins n'ont pas survécu grâce à la nourriture qu'ils ont apportée d'Angleterre. Ils ont survécu grâce à la nourriture que les Wampao leur ont appris à trouver. Hopness, la pios, la plante qui a sauvé l'Amérique primitive, a été abandonnée parce qu'elle ne pouvait pas être contrôlée. John Brighton a vu 40 tubercules sur une ficelle en 6002. Théo les a déterrés d'un talus de chemin de fer en 1852 et a écrit sur la famine. La plante pousse toujours le long de chaque berge de rivière dans l'est de l'Amérique du Nord. Elle attend toujours. Son nom est Apios americana. Cela n'a pas été perdu. Cela a été évincé par le temps. Chaque j'aime et chaque partage aide à préserver les connaissances de survie que l'économie d'une seule saison a enterrées. Abonnez-vous à Buried Garden et aidez-nous à nous souvenir de ce qu'ils ont essayé de nous faire oublier.